Bonjour, moi c'est Luna, coach de vie en développement personnel. Et bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule Pourquoi ma vie n'est qu'un enfer sans fin, où l'on erre sans but, sans détermination, et sans savoir on mènera la lumière au bout du tunnel si tant est qu'il y en ait une. Aujourd'hui, on s'intéresse à ta santé mentale, à toutes ces questions que tu te poses. Pourquoi je ne trouve pas le bonheur? Mais qui donc dois-je blâmer de ne pas me sentir bien? Pourquoi suis-je bloqué dans ma solitude et dans ma chambre? Je vais te donner les 7 clés du bonheur éternel. Tu ne seras plus jamais triste, c'est terminé. Qui est triste de toute manière de nos jours? C'était la mode en 2010 de romancer sa petite déprime sur son Skyblog comme si c'était l'enfer. C'est l'heure de plus être un bébé cadom. Alors sans plus attendre, passons à la première clé. Tout d'abord, fais moins attention aux autres. C'est ta vie, pas la leur. Ton beau-frère vient de mourir et cela t'affecte? Prends du recul. C'est son problème, non? Tu veux pas t'occuper de tes oignons au lieu de te mêler de tout ce que font les autres? Mon conseil, enferme-toi, ne parle à personne, n'aie aucune sorte d'attachement à qui que ce soit. C'est ça, la première vraie clé du bonheur. Ensuite, répresse tes émotions si ce n'est pas de la joie. Pour être honnête, toutes les autres émotions ne servent vraiment pas à grand chose, si ce n'est que de prendre de la place dans ta vie. La colère exprimée à son paroxysme, ça résulte en des crises de nerfs destructrices. Regarde plutôt où ça pourrait te mener. Pareil pour la tristesse. Dis-toi qu'il y a carrément des gens qui meurent d'être trop tristes. Et en plus, quand tu pleures, t'as l'air ridicule. Ça donne l'impression aux autres que t'es vulnérable. Cela dit, ça ne pose pas de problème si tu ne vois déjà plus personne. La troisième clé est force-toi à ne jamais changer. Le changement est destructeur. Regarde un enfant en bas âge qui a des dents de lait. Eh bien, il finit forcément par les perdre. C'est triste, hein. Tu n'es pas un enfant en bas âge, hein. Dis-moi que t'es pas un bébé, hein. Anyways, merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. Le reste des clés se trouve dans mon nouvel ouvrage intitulé 365 jours pour devenir une pire version de moi-même. Allez l'acheter maintenant. On se dit à bientôt pour plus de conseils bien-être. Ciao. J'ai un trouble dépressif, je sais pas comment gérer mes crises d'angoisse. Si le secret du bonheur existe, je sais pas ce que c'est. Si vous le cherchez vraiment, vous pouvez toujours cliquer sur une autre vidéo, moi j'en ai aucune idée. J'en ai tellement aucune idée que j'ai toujours cherché 10 milliards de façons d'essayer d'aller mieux. Aller en psychanalyse, en thérapie comportementale, faire du sport, prendre des médicaments, de la mélatonine pour mieux dormir. Alors j'ai fait beaucoup de chemin et j'arrive à comprendre comment je fonctionne de mieux en mieux. Mais malheureusement j'ai toujours des moments extrêmes, ça me donne l'impression que tout ce travail, c'était pour rien. Et c'est là que s'ouvre à moi un monde plein de promesses, le développement personnel. Tout d'abord, il est important de définir notre sujet. Est-ce que c'est une science? Est-ce que c'est une discipline que l'on exerce? Est-ce que c'est juste 3 mots sur un t-shirt? Live, laugh, love? Eh bien, il s'agit d'un ensemble de pratiques diverses regroupant souvent la psychologie, la sociologie ou la philosophie, dirigées vers le bien-être, la qualité de vie et l'aboutissement de ses propres aspirations. Et si vous désirez vous plonger dans cet univers, il existe une multitude de livres, de séminaires, de vidéos ou même de TikTok sur le sujet. Il suffit juste de tendre la main. C'est un monde extrêmement riche, et par riche, j'entends 71 millions d'euros entre mai 2021 et avril 2022. Mais écoutez, on n'est pas en train de dire que argent égale mauvais, hein. Il y a des gens qui se font beaucoup d'argent mais qui mettent toute leur énergie à la contribution du bien commun, n'est-ce pas? Ayons ensemble le bénéfice du doute. On peut faire remonter l'origine du développement personnel jusqu'au XIIIe siècle, en France, en Allemagne et aux États-Unis, notamment avec Benjamin Franklin, qui écrivait des livres pour réussir dans la vie et dans les affaires. Il y en a même un qui s'appelle Fart Proudly. Péter fièrement. Et un des exemples les plus emblématiques, c'était dans l'entre-deux-guerres, bien avant qu'on appelle ça du développement personnel. C'était la méthode Coué, qui consiste à graver une idée dans notre esprit en se la répétant en boucle dans sa tête pour qu'elle tende à devenir réalité. Et bien que cette méthode soit fondée sur des principes d'autosuggestion, d'hypnose et soit connue de partout dans le monde, beaucoup de gens la critiquent parce que répéter une affirmation en boucle ne suffit pas si on ne croit pas suffisamment à la réalisation de cette affirmation. Et c'est ça l'important. Le développement personnel, ça ne marche pas pour tout le monde, parce que c'est principalement basé sur l'autosuggestion, la volonté, et que ce n'est pas une solution qui convient à tous les individus. Mais enfin, peut-être que c'est ma solution, qui sait? Parmi tout ce barda littéraire, on retrouve notamment un guide nommé les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Et moi, par accord, j'entends tout de suite qu'on veut me parler d'un accord à respecter avec soi-même pour vivre mieux, ce qui me paraît assez pertinent vu que moi, j'en ai aucune idée. Ces 4 accords sont inspirés de la sagesse et de la connaissance Toltec, provenant du sud du Mexique, qui a bien failli disparaître à cause d'un léger désagrément, mais qui s'est tant bien que mal frayé un chemin jusqu'aux oreilles de Miguel Ruiz, qui a écrit un livre dessus. Ce qui veut dire que ce livre renferme des enseignements ancestraux, voire même ésotériques. Tenez-vous bien. Il est facile de vivre les yeux fermés en interprétant de travers tout ce que l'on voit.
Ce livre essaye de me biaiser avec une citation des Beatles, avec une chanson qui fait implicitement référence à la drogue. Les 4 accords sont en vérité assez pertinents et complets. Que votre parole soit impeccable, met l'accent sur la clarté et sur le fait d'avoir un langage aussi significatif et puissant que possible. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ne pas prendre tout ce que les autres disent comme des attaques dirigées vers nous. Ne faites pas de suppositions. N'assumez pas ce que les gens pensent parce que vous n'êtes pas dans leur tête. Et faites toujours de votre mieux, qui s'autorésume plutôt bien. Comme tous les autres accords finalement. Ce qui fait que vous n'avez même pas acheté le livre. Je ne plaisante pas. Le problème de ce truc, c'est que, mis à part les 4 principes fondamentaux exposés dans ce livre, le reste est juste très superficiel et comporte beaucoup de redites. On dirait moi en 6ème qui essaye d'atteindre un minimum de mots pendant une expression écrite. La dernière personne qui a égalé ça, c'était SS Sniper Wolf. Le premier accord est que votre parole soit impeccable. Voilà qui a l'air très simple, mais en réalité c'est très puissant. Pourquoi faire attention à votre parole ? Votre parole est le pouvoir créateur. C'est un cadeau qui vous vient directement de Dieu. Le prologue de l'évangile de Jean parlant de création permet l'expérience de votre pouvoir créateur. La parole est Hey! Juste 3 lignes, ça suffisait. Et pour un livre qui se veut répandre la sagesse toltèque, je ne vois pas beaucoup de références sourcées à des travaux sur la culture concernée. En revanche, ce que je vois, c'est plein de références bibliques, de partout. Alors je suis pas contre un petit peu de spiritualité, moi-même je suis une personne assez spirituelle. J'ai capté la référence à Strawberry Fields Forever, c'était cool. Mais là, j'ai juste l'impression qu'on me met de la sauce au christianisme dans mon assiette pour m'aider à manger mes accords toltèques. Ou alors pour manger mon tolsteak. C'est un jeu de mots entre Toltec et steak. J'en ai marre. Comme Miguel Ruiz, on assiste à un intérêt des médias pour le développement personnel, comme si c'était réellement le moyen d'enfin trouver le bonheur. On voit ces bouquins partout, en Fnac, sur internet, dans les librairies. Les autoristes sont considérés comme des personnes compétentes, alors que selon le site de Pôle emploi, le titre de coach en développement personnel est accessible sans diplôme particulier. Tout le monde peut s'autoproclamer coach en développement personnel. Ce qui me gêne vraiment, c'est que ces gens soient aussi médiatisés. Comme par exemple Boris Cyrulnik, qui se présente comme le père de la résilience. Le père ? Tu te prends pour qui, Jay Kordich, le père du jus ? La résilience, c'est la capacité à surmonter les chocs traumatiques. Donc vous allez me dire que lui, là, donc ce gars-là, on est bien d'accord, il a inventé le fait de venir à bout de ses traumatismes ? Genre y a personne qui l'a fait avant. Alors oui, Boris Cyrulnik est peut-être mieux renseigné que Miguel Ruiz parce qu'il exerçait en neuropsychiatrie et que lui-même a dû faire preuve de résilience pour surmonter un événement traumatique dans sa propre vie. Mais il n'est pas le père de la résilience, il n'a pas inventé le terme ni le principe de la résilience, il faut arrêter. Le titre de mère de la résilience devrait plutôt revenir à Amy Werner qui a mené des études beaucoup plus sérieuses sur le sujet. Et en plus, donner trop de portée à un message comme celui de Cyrulnik, ça a un côté pervers dans un sens où ça vient rendre responsable des individus de leur propre malheur. Alors que parfois, même souvent, la phrase « ce qui ne te tue pas te rend plus fort » est fausse. Il y a des traumatismes au monde que vous ne pouvez même pas vous imaginer, qui sont d'apparence insurmontables, qui demandent une force d'esprit surhumaine, dont certaines personnes ne peuvent simplement pas manifester par elles-mêmes. Tout le monde a sa façon de surmonter un traumatisme, et d'ailleurs, c'est pas qu'une question de déter, hein. L'entourage peut aussi jouer sur ça, hein. Mais le principe de la résilience à la Cyrulnik vient littéralement te culpabiliser en te disant « si tu vas pas bien, c'est parce que tu le veux pas vraiment ». Avec tout ça, je savais vraiment pas vers quoi me tourner. J'avais une pile de problèmes non résolus et ça m'était de plus en plus insupportable de trouver des réponses. Jusqu'à ce que je trouve la mienne. Mesdames, messieurs, autres, la convalescence a 5 facettes. Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, de Lise Bourbeau, sorti en 2012, l'année de la fin du monde. Vous vous souvenez ? C'était bien, hein ? Le titre est plutôt accrocheur, le bouquin n'est pas très long, segmenté en 5 parties, et en plus j'ai déjà eu des sons de cloche assez positifs de plusieurs personnes de mon entourage, dont ma mère, mon psy de l'époque, et apparemment c'est même un best-seller, ça fait plusieurs fois que je le vois à la Fnac, sur les stands principaux, l'autrice est l'une des plus grandes représentantes de sa discipline, elle fait des conférences partout, traduites en plus de 20 langues différentes. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Eh ben rien du tout. Ma mère soutient sans relâche depuis que je suis gamine que je souffre de la blessure d'abandon. Donc je lis le chapitre sur l'abandon, qui est l'une des 5 blessures, qui d'ores et déjà soutient que chaque blessure est également physique, et qu'elle a des répercussions sur le corps. C'est pas complètement con vu que c'est carrément prouvé que l'état du mental a une influence sur l'état du corps. Le livre dit que dans les premières années de ma vie, entre 1 et 3 ans, j'aurais vécu un abandon de la part d'au moins un parent, et qu'en grandissant ça m'aurait donné une peur irrationnelle de la solitude, et un mal-être découlant d'une mauvaise affirmation de mon identité, ce que l'autrice appelle
s'appelle le masque du dépendant. Ça non plus c'est pas con, parfois j'ai du mal à définir qui je suis et j'ai aussi tendance à faire de la dépendance affective. Il y a 2-3 petites choses que je trouve un peu étranges dans cette exposition, comme par exemple, selon mes observations, la blessure d'abandon est vécue avec le parent du sexe opposé. Si tout ce que j'ai lu ici me parlait très vaguement, cette phrase me pose un peu problème. Déjà, on passe outre le « selon mes observations » sur lequel on reviendra, mais à propos du reste, pour les gens qui savent pas, je suis une meuf trans. Yeah, je suis une femme trans, let's go, bravo les trans. Et j'ai passé toute mon enfance à ne pas être bien sûr de ce que voulait dire être un garçon ou être une fille, donc qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le parent du sexe opposé est supposé être ma mère, mon père, les deux, aucun? Et puis, est-ce que ça voudrait dire que le guide ne s'applique pas aux familles monoparentales, ou même homoparentales? Si j'avais eu 2 papas ou 2 mamans, ça aurait divisé par 2 le nombre de blessures que j'aurais pu avoir, parce que dans ce cas-là, tu peux écrire un deuxième bouquin intitulé Les 2 blessures et demie qui empêchent d'être soi-même. Et hop, un autre best-seller. C'est tellement facile. Mais bon, à ce moment-là, je continue ma lecture et je commence à comprendre pourquoi ma mère m'a tant parlé de ce bouquin. Même si j'ai aucun souvenir d'avoir été abandonné, mon corps a très certainement gardé cette blessure et les symptômes ne mentent pas. Peur irrationnelle d'être abandonné, tempérament dépressif, partie du corps flasque, yeux tristes. Attends, quoi? De grands yeux tristes indiquent aussi la blessure d'abandon. Ce sont des yeux qui semblent vouloir attirer l'autre par le regard. Est-ce que j'ai l'air triste? Bah oui, vu que j'ai ouvert ce livre, bien sûr que je suis triste. Et mon corps flasque? Si c'était pas un bouquin pour ma propre santé, j'aurais presque cru qu'elle était en train de se moquer de mon physique, tiens. Bon, on va passer vite fait sur le fait que dans un des chapitres suivants, elle décrit le physique du porteur de la blessure d'humiliation, donc celui qui a ce qu'elle appelle le masque du masochiste. Et pour décrire son corps, elle commence juste par gros. Bon, je vais pas juger, après tout, elle connaît son sujet mieux que moi, vu qu'elle a fondé l'une des plus grandes écoles en développement personnel au Québec et qu'elle se doit de vendre ses formations à 120 $ par jour. Du coup, je continue la lecture, et là où c'est intéressant, c'est quand elle... Attends, quoi? Le dépendant préfère les aliments mous aux aliments durs. Ok. En quoi est-ce que c'est pertinent, en fait? Attends, c'est quoi le dernier truc que j'ai mangé? Je crois que c'était une île flottante. Putain, mais elle a raison cette bouffonne! Bon bref, elle passe en détail sur les différentes maladies qui pourraient me toucher en tant que porteuse de ce fameux masque de dépendante. Là où elle a pas tort, c'est dépression. Mais elle parle également d'asthme, de problèmes de bronche, de pancréas, myopie, hystérie, de migraine, mais elle dit surtout, de plus, j'ai remarqué, et elle utilise encore la première personne, que c'est le dépendant qui se retrouve le plus souvent avec des maladies rares ou des maladies dites incurables. Non seulement j'ai une blessure d'abandon qui me ruine la vie, mais si je me grouille pas pour la régler, je vais mourir d'une maladie qu'on connaît même pas. J'étais hyper angoissé, j'avais commencé à lire les autres chapitres et plus j'avançais, plus je me convainquais moi-même que je ne portais pas que le masque de dépendante. Je les portais tous alternativement, parfois plusieurs en même temps. J'ai l'impression d'être constamment séparé des autres. C'est parce que je porte mon masque de fuyante que je porte pour protéger ma blessure de rejet. J'ai des pensées qui me hurlent que je veux pouvoir maîtriser et contenir les gens que j'aime contre mon plein gré. C'est parce que je porte mon masque de contrôlante que je porte pour protéger ma blessure de trahison. J'ai envie de me rouler en boule en tournant sur moi-même et taper dans des murs pour les détruire. C'est parce que je porte mon masque de goron que je porte pour protéger ma blessure de... Ah, j'ai reçu un message d'un pote sur Discord. Voyons voir. Cette secte qui prône l'abandon des thérapies. Lise Bourbeau, écoute ton corps. Ce mouvement présente des risques sectaires? Oh non. Oh la connasse. Oh la connasse de merde. Alors d'après vous, est-ce que ces insultes sont vraiment justifiées? Je plaisante, j'en ai pas grand chose à faire. J'ai juste envie de vous en parler parce que la façon dont cette dame se fait du fric, c'est juste à mourir de rire. Allez, on reprend. J'ai failli entrer dans une secte. J'ai failli écouter tout ce que cette dame, donc Lise Bourbier, avait à me dire. Donc des trucs aussi énormes que la blessure du rejet intervient souvent avant la naissance et est vécue avec le parent du même sexe. Non mais c'est du foutage de gueule. Si aujourd'hui je suis confuse face aux normes de genre, il y a des chances que je l'ai été encore plus dans le ventre de ma mère quand je savais même pas à quoi ressemblait un être humain. J'avais été mise dans un espace mental où j'avais été conditionnée à penser et à agir selon sa logique. Tout d'abord, l'article qu'on m'a envoyé parlait d'une secte. Ça m'a fait me poser la question suivante. Qu'est-ce qu'une secte? Et j'ai atterri sur le site internet de la Miviludes, un organisme du ministère de l'Intérieur qui lutte contre les dérives sectaires, ce qui m'a donné pas mal d'infos pour pouvoir les déceler. On a différentes caractéristiques de la dérive sectaire, donc par exemple la déstabilisation mentale, le caractère
caractère exorbitant des exigences financières, la rupture avec l'environnement d'origine, l'atteinte à l'intégrité physique, l'embrigadement des enfants, le discours antisocial, les troubles à l'ordre public, etc. Bon voilà. Et puis dans certains passages, il parle même de l'utilisation d'un vocabulaire spécifique. Et le site mentionne également, à ce jour, les dérives sectaires dans le domaine de la santé représentent près de 40% de l'ensemble des signalements reçus à la Miviludes. C'est intéressant parce que qu'est-ce que la Miviludes a à dire sur cette charmante dame et sur ses bouquins? Parce que toute cette liste est bien jolie, mais avec autant de points communs, ça m'étonnerait que les deux se connaissent pas déjà. Eh bien, ils se connaissent bien. Ils se connaissent tellement bien que la deuxième partie de sa biographie, sur sa page Wikipédia, s'appelle juste « Risque sectaire ». Non mais ça me tue. Et la Miviludes a tranché sur la méthode Bourbeau. Cette méthode est non éprouvée et ne bénéficie d'aucune reconnaissance en France. Et ces gens-là ont également traité 12 saisines sur elle en 2020 et en 2021. Et selon le site Psyram, elle serait même sur leur liste noire. Alors, pause, je vais parler de sujets un petit peu compliqués durant ce passage. Si vous ne voulez pas entendre parler de viol ou d'abus de mineurs, allez à ce timecode ou simplement quittez la vidéo. Voilà, prenez soin de vous. Je me disais qu'il y avait du vocabulaire vraiment étrange. Par exemple, pour définir la personne en nous qui sait exactement ce dont elle a besoin et qui agit exactement comme elle a envie, elle utilise le terme « Dieu intérieur ». Et après quelques recherches, je me suis rendu compte qu'il s'agit d'un terme qu'elle a emprunté pendant ses études à la University of Healing, God Unlimited à Campo, au milieu de nulle part aux USA, à un horrible monsieur qui s'appelait Herbert Beerley, un agent immobilier reconverti en pasteur puis en gourou, soit dit en passant condamné à 42 ans de prison pour pédophilie. Selon les témoignages des voisins, il s'assoit sur une roche, psalmodiant « Je suis Dieu, waouh !» Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est le jackpot, on a tout ce qui pouvait me dégoûter de ce bouquin pour toujours. Et là où c'est vraiment dangereux, c'est que certains principes de cette doctrine recommandent de laisser tomber la médecine traditionnelle pour se concentrer sur ses émotions. Écoutez donc ce qu'elle baragouine sur le cancer. Si le cancer atteint un sein, c'est parce que tu devrais t'accepter dans ta façon de materner les autres, même si ça ne répond pas toujours à leurs désirs et attentes ou à ce que tu as appris. Autrement dit, si t'as le cancer, c'est pas nécessaire de faire une chimio, concentre-toi plutôt sur tes émotions. Et là, ça, je l'ai pas trouvé dans une formation annexe ou dans une université quelconque, où le côté sectaire est bien plus apparent. C'était dans le livre que je tenais entre les mains. Va en prison! Ça n'a aucune rigueur et elle en est qu'à sa énième répétition d'une des variantes de « selon mes observations » ou « j'ai remarqué ». Et je prends beaucoup de pincettes dans cette vidéo parce que c'est pas du tout mon domaine d'expertise, mais un truc dont je suis sûre et certaine, c'est que c'est pas le sien non plus. Parce que la science, ça marche pas comme ça. Tu la laisses parler quelques pages de plus, elle pourrait te dire « selon un rêve que j'ai fait en 2013, la solution pour guérir la schizophrénie, c'est de boire du pec citron ». Au travers de l'élaboration de cette vidéo, j'ai appris un nouveau mot. Ce mot, c'était ésotérisme. Je le voyais partout sans vraiment comprendre à quoi ça correspondait. On me disait au travers de mes lectures que la connaissance qu'on allait m'offrir était une connaissance ésotérique. Et selon plusieurs sources, ça définit quelque chose de mystique, énigmatique, impénétrable, mais aussi réservé à des initiés, aux gens qui auraient des prédispositions pour recevoir ces enseignements. Donc, en établissant le postulat que le développement personnel est une méthode alternative, que les gens normaux ne pourront pas comprendre, ces gens établissent du même coup une communauté autour du développement personnel. Et une communauté dangereuse, parce que les normiques comme moi pourront toujours vous dire que c'est des arnaques et que ça n'a aucune valeur, mais tant pis pour eux, parce que ces gens n'ont pas votre sensibilité, donc elles sont incapables de comprendre à quel point c'est un outil puissant pour vous. Si quelqu'un de super connu vous pointe du doigt et vous dit « Toi, t'es super cool, t'as tout compris », il y a des chances que vous vous sentiez valorisé par ce que dit cette personne et que vous adhériez à son discours. Ça met en jeu un certain nombre de biais cognitifs, mais certains appellent ça la réciprocité émotionnelle, ou la théorie de l'échange social, qui soutient que les émotions jouent un rôle à part entière dans les échanges sociaux. Dans notre cas, l'échange social est le suivant. Le gourou donne sa valorisation à la personne qui l'écoute ou le lit en prétendant que ce savoir n'est accessible qu'à elle, et en échange, la personne lui donne sa confiance. Sauf qu'autour de vous, il y a 1 million d'autres personnes qui ressentent la même chose. Parce que ces gens-là ont trouvé un moyen d'utiliser les biais humains comme si c'était des petites brèches dans nos systèmes, et ils comptent bien aller les exploiter jusqu'à ce qu'ils aient amassé trop d'argent. Mais malheureusement, trop, ça n'est jamais assez. Ce que je veux dire, c'est stupide, mais dans santé mentale, il y a santé. Et la santé, c'est sérieux, peu importe si c'est pas aussi visible qu'une jambe cassée. Comme dit le docteur Julia de Funès, le métier de coach est un métier au contour flou, aux formations non reconnues, aux certifications douteuses. Voilà pourquoi c'est problématique. Ça ne viendrait à l'idée de personne de se faire opérer du genou par un type qui a fait 18 mois d'études. On préfère un chirurgien qui a fait 12 ans. Pour l'esprit, apparemment, on n'est plus laxiste. C'est pas parce que ce sont des mots invisibles
que ça vaut pas la peine de les traiter. Mais il y a un tel tabou sur la santé mentale, les services sont tellement inaccessibles et les gens ont tellement peur de prendre soin d'eux-mêmes qu'on croira plus un gars sur TikTok qui nous vend du rêve avec sa routine parfaite qui a présumément changé sa vie, ou alors une dame qui nous prétend que le bonheur peut être résumé en 40 pages. Le bonheur, c'est pas une religion, c'est pas une secte, ça vous appartient. Je vous en supplie, ne laissez pas des gens si mal intentionnés vous le vendre pour 3 francs 6 sous.